Cette 11e leçon de ce cours de physique va être consacrée à l'établissement des équations de Maxwell, qui sont un peu la pierre d'angle de l'électromagnétisme. La leçon précédente, consacrée à l'induction électromagnétique, nous a conduit à corriger des relations que nous connaissions entre les champs électriques et magnétiques en statique, en introduisant le concept d'induction électromagnétique, qui se traduit finalement par la relation de Maxwell-Faraday. La question qu'on pourrait se poser, c'est en avons-nous fini avec les relations liant champs électriques et magnétiques, potentiel vecteur ou potentiel scalaire, ou manque-t-il quelque chose? Eh bien, nous allons voir qu'effectivement, il manque quelque chose. Le théorème d'Ampère que nous avons établi en statique va devoir être corrigé pour lever une contradiction qui apparaît quand nous tenons compte des régimes dynamiques. Le plan de la leçon va donc être le suivant, consacré aux équations de Maxwell. Nous commencerons par faire à nouveau un bilan des relations entre champs électriques et magnétiques. Bilan d'abord en statique, que nous avons fait dans une leçon précédente, et puis bilan en régime dynamique également, en tenant compte des différents résultats que nous avons établis dans les cours précédents. Nous verrons, comme je viens de le dire, que ce bilan fait apparaître une contradiction qui nous amènera à introduire un nouveau concept, qui est celui de courant de déplacement, et une nouvelle équation, qui est l'équation de Maxwell-Ampère, qui est un peu le symétrique de l'équation de Maxwell-Faraday que nous avons vue dans le chapitre précédent. Une fois que nous aurons établi cette équation, nous pourrons, la synthèse des équations de Maxwell sera possible et nous pourrons établir les fameuses équations de Maxwell dans le vide. Et ensuite, compte tenu de ces équations, revenir au problème des potentiels scalaires et vecteurs, et en particulier à la question de l'invariance de jauge, qui nous amènera à introduire la jauge de Lorentz, qui permet de calculer assez facilement les potentiels scalaires et les potentiels vecteurs. Et puis, nous appliquerons ce résultat à l'étude de conducteurs en régime quasi-stationnaire, la question de la propagation des ondes électromagnétiques, qui est le point le plus important des équations de Maxwell, et en particulier la vitesse de la lumière, ne fait pas partie de cette partie du cours. Donc, commençons par la première partie, le bilan des relations entre champs électriques et champs magnétiques. Et, par rappeler dans un premier temps, les équations donc locales et intégrales de l'électrostatique et de la magnétostatique, en commençant par celles que nous connaissons, que nous avons déjà résumées dans un chapitre, dans une leçon précédente, pour la partie statique. Donc, vous avez sur la gauche les relations qui lient le champ électrique et le potentiel scalaire. À droite, les relations qui lient le champ magnétique et le potentiel vecteur. Je ne les commente pas, nous les avons vues suffisamment. Potentiel-ci rotationnel de E égale 0 pour le champ électrique. Eh bien, nous l'avons un petit peu torturé dans le chapitre précédent en introduisant la partie dynamique. Et on peut se poser la question de savoir si sa sœur du côté du champ magnétique ne va pas subir le même sort. C'est ce que nous allons voir. Les autres relations sont rappelées ici, les relations concernant la divergence du champ électrique et du champ magnétique, et puis le lien entre le champ électrique et le potentiel scalaire. Celle-ci a été aussi, en passant en régime dynamique, modifiée dans le chapitre précédent. Et ensuite les équations de Poisson et l'équation ici qui déroule du théorème d'Ampère sur le Laplacien vectoriel du potentiel vecteur, et puis les relations qui nous ont permis de calculer, qui permettent de calculer le potentiel scalaire en fonction de la distribution des charges et le potentiel vecteur en fonction de la distribution des courants. Voilà pour les relations en statique. Rappelons que ces relations doivent être complétées par les lois de continuité sur le champ électrique et sur le champ magnétique que je rappelle ici, qui vont rester toujours valables. Donc les conservations des composantes parallèles ou perpendiculaires, la conservation de la composante parallèle du champ électrique et le lien entre composante perpendiculaire et une distribution superficielle de charge. Et pour le champ magnétique, le lien entre une distribution dans un plan
d'une densité de courant superficiel et les composantes parallèles du champ magnétique et la conservation des composantes perpendiculaires. Relation supplémentaire, celle qui donne la force de Lorentz, hein, donc nous rappelons une fois de plus la force liée au champ électrique et la force liée au champ magnétique. Voilà pour la partie statique. Essayons de faire maintenant un bilan des relations que nous avons établies, soit dans la partie du cours consacré à l'électrostatique, soit dans la partie précédente, dans le chapitre précédent de ce cours, sur les régimes dynamiques. C'est-à-dire, pardon, j'ai oublié de vous préciser que les relations en statique, c'est vrai aussi des relations en dynamique, devraient être complétées par leur étude dans les milieux matériels. Cette partie-là ne fait pas partie du cours, mais si nous nous intéressons aux propriétés diélectriques et magnétiques de ces milieux matériels, nous sommes amenés à apporter un certain nombre de corrections, notamment les notions de constante diélectrique relative et de perméabilité relative, pour que les équations de Maxwell continuent à rester valables. Donc passons maintenant en régime dynamique. En régime dynamique, une relation que vous avez vue en électrostatique, qui est le théorème de Gauss, qui relie la divergence du champ électrique à la distribution de charge, valable en statique, elle est valable en dynamique. Elle reste valable, elle est conservée, et je dirais cette conservation, si je puis dire, elle est validée par les résultats expérimentaux. Aucun fait expérimental n'a remis en cause, en régime dynamique, le théorème de Gauss. La deuxième relation en régime dynamique que nous l'avons établie dans le chapitre précédent, dans le cours précédent. C'est la relation de Maxwell-Faraday liée à l'induction électromagnétique. Je la rappelle ici, c'est tout simplement rotationnel de E plus dB sur dt égale 0, en n'oubliant pas que dans le champ ici, il y a la partie électrostatique qui peut être liée à la distribution de charge et la partie induite qui est liée à la variation éventuelle à la partie dB sur dt. Il y a une autre relation en régime dynamique que vous avez dû voir dans le cours d'électrostatique, qu'il nous faut également conserver, qui est la loi de conservation de la charge. Elle est incontournable. Et que nous dit cette loi de conservation de la charge en régime dynamique? C'est que la divergence du courant, la distribution de courant, divergence de J, plus éventuellement d ρ sur dt, une variation dans le temps de la distribution des charges, la somme de ces deux termes doit être égale à 0. Et nous avons un gros problème. Car si cette loi de conservation de la charge, elle est incompatible en fait avec le théorème d'Ampère que nous avons établi en statique. En effet, le théorème d'Ampère en statique nous donnait le lien entre le rotationnel de B, donc du champ magnétique, et la distribution des charges. Si je prends la divergence du rotationnel, j'obtiens que la divergence du rotationnel est égale à 0, par définition même de la divergence d'un rotationnel, donc la divergence de J est égale à 0. Et cette relation-là est incompatible, elle suppose un flux de courant conservatif, et elle est totalement incompatible avec l'équation précédente que nous avons établie sur la conservation de la charge, où nous avons écrit divergence de J plus d ρ sur dt égale 0. Donc, il y a un problème. Il manque quelque chose au théorème d'Ampère. Et c'est ce quelque chose que nous allons maintenant étudier et qui va nous conduire, à établir la notion de courant de déplacement et deuxièmement, à établir une nouvelle relation qui est la relation de Maxwell-Ampère, qui est un peu le pendant de la relation de Maxwell-Faraday. Comment introduire la notion de courant de déplacement? Revenons au problème auquel on s'est heurté concernant justement la conservation de la charge. Et reprenons les relations que nous avons établies sur un régime dynamique. Donc la première, le théorème de Gauss, que nous voulons conserver. La deuxième, donc du théorème de Gauss que nous devons conserver ici, je peux tout simplement déduire que d ρ sur dt, c'est epsilon 0, la divergence de dE sur dt. La deuxième relation que nous voulons conserver, c'est la relation justement de conservation du courant. Divergence de J plus d ρ sur dt qui est égal à 0. Donc si je remplace d ρ sur dt par son expression ici, eh bien vous obtenez l'équation suivante. Divergence de J plus epsilon 0 dE sur dt égale 0.
nous venons d'introduire un terme supplémentaire. Le terme qui est ici, epsilon 0 dE sur dt, epsilon 0, pardon, divergence de dE sur dt, ce terme-là, comme l'équation précédente l'a montré, il est homogène à un courant. C'est ce courant que nous allons appeler le courant de déplacement. Et donc, en fait, la relation des équations statiques, le théorème d'Ampère que nous avions en statique, rotationnel de B égale mu0J et divergence de J égale 0, qui sont tout à fait valables en régime statique, doivent être, en régime dynamique, être remplacés par la relation de Maxwell-Ampère, c'est-à-dire qu'au terme J ici, au courant de conduction, nous allons rajouter ce fameux courant de déplacement, epsilon 0 dE sur dt, et nous obtenons ici la relation de Maxwell-Ampère, rotationnelle de B, plus, égale, mu0, facteur de J, plus epsilon 0 dE sur dt. Cette relation est finalement fait un certain écho à la relation de Maxwell-Faraday, et elle introduit l'idée finalement d'une induction, c'est-à-dire une variation d'une induction électrique, une variation du champ électrique ici, dE sur dt, et va induire un courant supplémentaire, ce fameux courant de déplacement, un peu comme dans la relation de Maxwell-Faraday, une variation du champ magnétique avait introduit une force électromotrice dans un circuit. La relation de Maxwell-Ampère que nous venons d'établir va nous permettre de faire le bilan concernant les équations de Maxwell dans le vide. Ces équations, sous leur forme locale, sont finalement au nombre de 4, que je rappelle ici. La première, celle donc de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins dB sur dt. La seconde, la divergence du champ électrique qui est égale à ρ sur epsilon. La troisième, la divergence du champ magnétique qui est égale à B, le caractère conservatif du flux du champ magnétique. Et la quatrième que nous venons d'établir, le rotationnel de B qui est égal à mu0J plus epsilon 0 dE sur dt, le théorème, la relation de Maxwell-Ampère. En fait, si vous regardez bien ces équations, il n'y en a pas 4, il y en a 2. Les équations de Maxwell, en fait, sont un petit peu redondantes. La preuve, c'est que la première et la troisième sont couplées. Il me suffit de prendre la divergence du rotationnel ici, écrire divergence du rotationnel. La divergence du rotationnel est nulle, donc ça m'oblige à avoir divergence de B égale 0, ce qui est bien le cas. Donc la première et la troisième équation, en fait, n'en font qu'une. Quant à la seconde et la quatrième, eh bien, en fait, elles sont couplées, comme nous venons de le voir, par la relation de conservation de la charge. Ce sont les équations locales, ce sont les formes locales du théorème d'Ampère. Il nous reste à établir les formes intégrales. Nous en avons déjà vu certaines, donc on va les rappeler. La première, donc divergence de E égale ρ sur epsilon, la forme locale, va conduire à la forme intégrale suivante, que vous avez vue en électrostatique et que je rappelle ici, qui lie le flux du champ électrique à travers une surface fermée ou à travers un volume à la densité de charge existante. La seconde que nous avons établie précédemment est la relation de Maxwell-Faraday. Sa forme locale, la voici. Il suffit d'appliquer le théorème de Stokes et nous retrouvons la forme intégrale que nous avons déjà définie dans le chapitre précédent. La troisième, c'est divergence de B égale 0 pour la forme locale. Et vous vous rappelez, la forme intégrale, c'est simplement que le flux du champ magnétique à travers une surface, la somme du flux du champ magnétique à travers une surface fermée est nulle, le caractère conservatif du champ magnétique. Et la quatrième, c'est celle que nous venons d'établir, c'est la relation de Maxwell-Ampère qui est ici. Eh bien, à nouveau, en utilisant le théorème de Stokes, nous pouvons établir sa forme intégrale, c'est-à-dire que le rotationnel de B est lié à la circulation du champ magnétique le long d'un contour C, et puis je vais obtenir ici le flux de l'ensemble des deux courants à travers une surface S. Donc nous venons d'établir les 4 équations de Maxwell sous leur forme locale ou sous leur forme intégrale. Je rappelle qu'à ces équations-là, il faut rajouter les relations qui fixent les conditions aux limites.
je ne les rappelle pas, les discontinuités sur le champ électrique et magnétique en présence de charges ou de courants superficiels restent valables, y compris en régime dynamique. Plus évidemment, la relation liée à la force. La partie suivante donc va être consacrée à se reposer une fois de plus, puisque nous avons changé un certain nombre de choses, rajouté en particulier le théorème, la relation de Maxwell-Ampère, à revisiter le problème des potentiels scalaires et vecteurs et à introduire la notion de jauge de Lorentz. Donc, rappelons ce que nous avons dit plusieurs fois concernant le problème de l'invariance de jauge. Au couple EB, qui constitue le champ électromagnétique, est associé le couple VA, qui constitue le potentiel électromagnétique, défini par le potentiel scalaire qui est ici et le potentiel vecteur qui est ici. Nous avons déjà dit, donc les relations qui les lient sont les suivantes. B égale rotationnel de A pour le potentiel vecteur, et E égale moins gradient de V moins dA sur dt pour le champ électrique. Donc on voit ici que le champ électrique est lié au potentiel scalaire et au potentiel vecteur, en se rappelant que dans le champ, il y a la partie électrostatique et la partie induite qui vient du dA sur dt qui est ici. Donc le couple VA, comme on l'a vu, est indéfini, puisque, je rappelle une fois de plus, que pour toute fonction f, le couple V'A' tel que A' égale A plus gradient de f, à condition que f soit dérivable, et V' égale V moins df sur dt, f étant dérivable, eh bien, il conduit au même champ électromagnétique EB, problème que nous avons qualifié par la notion d'invariance de jauge. Donc, s'il y a une invariance de jauge, ça veut dire que nous avons le droit de faire un choix supplémentaire sur les définitions du potentiel, des potentiels vecteurs et du potentiel scalaire. C'est-à-dire, en fait, ce choix revient à faire un choix de jauge justifié un petit peu par ses conséquences, en particulier la simplification éventuellement d'un certain nombre de calculs. Et nous allons étudier un des choix de jauge qui est très intéressant, c'est ce qu'on appellera la jauge de Lorentz. Pour ça, il faut faire un petit peu de calcul vectoriel. Donc, repartons de la relation de Maxwell-Ampère. Rotationnel de B égale mu0 J plus epsilon 0 dE sur dt. B est égal au rotationnel de A. Je sais que E est égal à moins gradient de V moins dA sur dt. Je vais donc remplacer ici E par son expression, et puis je vais calculer le rotationnel du rotationnel de A. Donc, voilà, ça donne la chose suivante. Rotationnel du rotationnel de A, ce qui vient à calculer le rotationnel de B. Les relations du calcul vectoriel me donnent que le rotationnel, c'est le gradient de la divergence moins le laplacien vectoriel. Et donc ça me donne, puisque le rotationnel de A est égal au rotationnel de B, l'expression qui est ici, et je remplace E par son expression, d'où l'expression un petit peu compliquée qui est ici. Cette expression, je peux la mettre sous une autre forme. Si je vais faire apparaître ici le laplacien vectoriel moins epsilon 0 mu 0 d2a sur dt2, et compte tenu de la relation précédente, cette partie-là est égale à l'expression qui est ici. Donc ça c'est la première relation qui concerne surtout le potentiel vectoriel, mais qui me gêne un petit peu parce que finalement, de l'autre côté, je retrouve le courant ici, le potentiel vectoriel ici, le potentiel scalaire. Donc tout ça est un petit peu mélangé. Établissons une deuxième équation. Le terme epsilon 0 mu 0 pourra être remplacé par l'inverse de la vitesse de la lumière dans la suite du calcul. Établissons une deuxième relation. Je pars de la divergence maintenant du champ électrique. Compte tenu de la définition du champ électrique tout à l'heure, eh bien, la divergence de E, c'est moins la divergence du gradient de V, moins d sur dt, de la divergence de A. La divergence d'un gradient, c'est le laplacien du scalaire de V, moins d sur dt, divergence de A. Et je sais que divergence de E, c'est ρ sur epsilon. Donc si je regroupe ces deux équations, eh bien, j'obtiens l'équation suivante
sur le Laplacien de V. Laplacien de V plus ρ sur epsilon égale moins d sur dt, divergence de A. Donc, rappelez, on vient d'établir cette équation pour V, et nous en avions établi une tout à l'heure pour le potentiel vecteur. Et le problème, c'est que les potentiels vecteurs et scalaires, pour l'instant, sont couplés. Mais comme on a le droit de faire un choix de jauge, on va essayer de simplifier l'existence. Et ce choix de jauge, c'est la jauge de Lorentz. En posant la relation suivante, une relation supplémentaire entre potentiel vecteur et potentiel scalaire, qui est divergence de A plus 1 sur C2 dV sur dt égale 0, que nous appellerons la jauge de Lorentz, eh bien les deux équations précédentes que nous avions établies sur le potentiel scalaire et le potentiel vecteur vont se simplifier. Et nous obtenons les deux relations suivantes, qui pour le potentiel vecteur et le potentiel scalaire, en fait les deux équations montrent que je peux découpler les deux potentiels, et elles obéissent en plus à deux équations similaires. La première est ici, et une équation similaire sur le potentiel vecteur. C'est intéressant parce que du coup, le potentiel scalaire est lié uniquement à la distribution de charge qui est ici, et le potentiel vecteur est uniquement lié à la distribution de courant qui est ici. Si nous résolvions ces équations, ce qui ne fait pas partie du cours pour la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, eh bien on obtient un résultat très important et intéressant. Ces équations sont caractéristiques d'une onde électromagnétique qui se propage dans le vide à la vitesse de la lumière, et la vitesse de la lumière est quelque chose qui est connu de manière très précise, dont je rappelle ici l'expression, très simplement, pour aller plus vite, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Ce n'est pas la jauge de Lorentz qui est nécessaire pour expliquer la vitesse de la lumière. C'est les équations de Maxwell qui expliquent la vitesse de la lumière. Mais la jauge de Lorentz permet d'avoir des expressions beaucoup plus simples pour le potentiel vecteur et le potentiel scalaire, et d'en déduire les champs électriques et les champs magnétiques. Cette jauge de Lorentz, si on revient à des régimes stationnaires, c'est-à-dire si on fait d sur dt de quelque chose égale 0, eh bien, elle nous donne à nouveau des relations que nous avions vues en régime stationnaire, en régime statique. Delta de V égale moins ρ sur epsilon. Le Laplacien du potentiel vecteur égale moins mu 0j, et divergence de A égale 0, qui était la jauge de Coulomb. Les relations que nous venons d'établir sur le potentiel vecteur et sur le potentiel scalaire permettent, je ne ferai pas la démonstration, d'obtenir des expressions assez simples du potentiel scalaire et du potentiel vecteur. Ces expressions sont les suivantes. On appelle ça le potentiel retardé pour V de A en présence d'une distribution de charge ρ de t variant dans le temps et d'une distribution de courant J de t variant dans le temps, en tenant compte de la jauge de Lorentz. On obtient pour le potentiel scalaire la relation suivante. Il s'agit de quoi? Du potentiel scalaire au point M à l'instant t, lié à une distribution de charge située en P, et qui était distribution de charge qui existait à l'instant t moins Pm sur C. Pm sur C qui est ici, c'est le temps mis pour l'onde électromagnétique aller du point P au point M. Et ce temps-là est évidemment fonction de la vitesse de la lumière. C'est vrai, on obtient cette expression pour V, et on obtient une expression similaire pour le potentiel vecteur, qui est la suivante. On retrouve donc le potentiel vecteur A lié à la distribution de courant et le temps qui est ici, Pm sur C. Donc c'est le potentiel vecteur au point M à l'instant t, lié à une distribution de courant existant au point P, que je somme sur éventuellement un volume si nécessaire, à l'instant t moins Pm sur C. Pm sur C, c'est quoi? C'est le temps de propagation. C'est le temps de propagation pour aller du point P au point M, qui est donc fixé par la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Si je traduis ça d'une autre manière, et si le temps qu'il faut pour parcourir un mètre, vous faites un petit calcul et vous trouvez 3,3 nanosecondes par mètre. Donc la propagation est quasi instantanée. Et c'est intéressant de comparer le temps de propagation au temps d'évolution
de la densité de charge et de la densité de courant. Le temps d'évolution de la densité de charge et de la densité de courant, il est fixé par la période, éventuellement, la fréquence à laquelle cette densité de charge et cette densité de courant varient. Et donc, si le temps de propagation, 3 nanosecondes par mètre, est extrêmement court par rapport au temps d'évolution de ρ et de j, en fait, on pourra utiliser une approximation dite des régimes quasi-stationnaires, qui consiste en fait à négliger les termes liés à la propagation, et à ce moment-là, ça veut dire que le potentiel scalaire au point M à l'instant t, il est directement lié à la distribution des charges au point P au même instant t, puisque le temps de propagation est devenu négligeable. C'est vrai pour le potentiel scalaire, c'est bien sûr vrai pour le potentiel vecteur. Bien, ayant donc maintenant défini la jauge de Lorentz, le potentiel vecteur, le potentiel scalaire et les équations de Maxwell, le chapitre suivant va être consacré à l'étude de ces équations de Maxwell dans un cas particulier, en regardant ce qu'il en est dans des conducteurs en régime quasi-stationnaire. C'est-à-dire, je vais me servir de l'approximation que nous venons de faire. Par conducteur en régime quasi-stationnaire, nous allons chercher à établir une équation, et en fait on va s'apercevoir que c'est la même, pour le courant, le champ électrique et le champ magnétique, l'équation que satisfont ces trois termes dans le conducteur. Et on va s'intéresser à un conducteur volumique, homogène, isotrope, non magnétique, sinon il faudrait tenir compte de sa perméabilité magnétique relative, de conductivité sigma et surtout électriquement neutre. Donc un bon conducteur. Donc s'il est électriquement neutre, ça veut dire que la densité de charge est égale à 0, puisque les charges fixes et les charges mobiles se compensent. Quelles sont les équations pour les champs électriques, magnétiques et pour les conducteurs, et pour le courant, pardon, que doivent vérifier donc ces trois termes dans notre conducteur? Eh bien, on revient aux équations de Maxwell. Première équation, divergence de E est égale à 0, puisqu'il n'y a plus de densité de charge, ρ de t est égal à 0. Deuxième équation, la relation Maxwell-Faraday, l'induction, rotationnelle de E est égale à moins dB sur dt. Troisième équation, divergence de B est égale à 0. Et puis, puisque c'est un conducteur, il y a une relation toute simple entre le courant de conduction et le champ électrique. Ils sont collinéaires l'un de l'autre, et la relation entre les deux est fixée par la conductivité. Alors vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait du courant de déplacement? Eh bien, le courant de déplacement dans un bon conducteur, il est négligeable. Parce que si je regarde le module de epsilon 0 dE sur dt en le comparant au module de J, compte tenu de la relation qui est ici, je vous laisse faire le calcul, epsilon 0 dE sur dt par exemple, pour quelque chose qui varie à la pulsation oméga, ça fera epsilon 0 oméga, le module du champ électrique, égale sigma, le module du champ électrique. Et quand je vais comparer en fait ces deux termes-là, compte tenu de epsilon 0 et de oméga et de sigma, à condition d'être à des fréquences relativement faibles, le terme dépendant le terme lié au courant de déplacement devient négligeable. Donc, dans ces conditions-là, la relation de Maxwell-Ampère que nous avions établie, rotationnelle de B, eh bien, se ramène tout simplement à son expression en régime, au théorème d'Ampère que nous avions en statique, rotationnelle de B est égale à mu0j égale mu0 sigma E. Nous prenons toutes ces équations et nous commençons à les manipuler. Et une fois de plus, un peu de calcul vectoriel. On reprend le rotationnel du rotationnel, qui est égal au gradient du divergent moins le Laplacien donc du champ électrique. Et compte tenu donc de ce que nous savons, le Laplacien du champ électrique qui est ici va pouvoir, compte tenu de la relation de Maxwell-Faraday, s'écrire de la manière suivante: d sur dt rotationnel, puisque la divergence de E c'était
d sur dt rotationnel de B, et compte tenu de la relation entre rotationnel de B entre E et le champ électrique, entre E et J, nous obtenons la relation suivante. Le Laplacien, excusez-moi, vectoriel de E est égal à mu0 sur sigma dE sur dt. Je viens d'établir cette équation pour E. En fait, si j'écris J égale sigma E, vous voyez que j'ai exactement la même équation pour le courant. On obtiendra que le Laplacien du courant est égal à mu0 sigma dJ sur dt. Voilà donc pour le champ électrique et pour le courant. Donc la même équation ici pour le courant. Qu'en est-il pour le champ magnétique? Eh bien, de même, pour le champ magnétique, on écrit le rotationnel de B est égal à 0. Et compte tenu des relations précédentes que nous avons établies, eh bien, j'obtiens la relation suivante entre le Laplacien du champ magnétique et dV sur dt, qui est similaire à celle que nous avons établie précédemment pour le champ électrique et le courant. Conclusion, dans un bon conducteur, les champs électriques et magnétiques et le courant J satisfont tous les trois à la même équation qui se met sous la forme suivante. Le Laplacien, moins mu0 sigma d sur dt, soit du courant, soit du champ électrique, soit du champ magnétique, est égal à 0. Nous allons appliquer, pour terminer cette leçon, ces relations à un cas intéressant, qui est celui des courants de Foucault, qui présente un certain nombre d'intérêts et présente plusieurs applications, soit parce qu'on cherche à se servir des courants de Foucault, soit au contraire parce qu'on cherche à les éviter. Le problème que nous allons étudier est le suivant. Un conducteur cylindrique de rayon petit a, de conductivité sigma, ce conducteur cylindrique, nous allons le placer dans un champ ici B0 de t, qui est dirigé suivant OZ, donc qui est perpendiculaire au plan de la figure. Et ce champ B0 de t, donc qui dépend du temps, donc par le phénomène d'induction électromagnétique, il va induire dans le conducteur un courant, que je vais appeler J1, et un champ électrique E1. Compte tenu de la géométrie du dispositif, on a intérêt à prendre des coordonnées cylindriques. Donc un J1 et un E1 qui vont dépendre de ρ, la distance par rapport au centre ici, qui va varier entre 0 et A, phi, l'angle azimutal, Z, bien sûr, perpendiculaire au plan de la figure, et T. Et comme nous l'avions fait dans une relation précédente, on va tenir compte, pour calculer J1 et E1, d'un certain nombre d'invariances. La première, elle est toute simple, c'est qu'il y a une invariance suivant OZ, et puis il y a ici une invariance par rotation. Donc le résultat, c'est que J1 et E1, le courant et le champ électrique, ne vont dépendre que de ρ, ici, et bien sûr du temps. De nouvelles propriétés de symétrie, c'est que tout plan passant par OZ, donc par exemple en voici un autre, est un plan d'antisymétrie. Donc conclusion, je vous renvoie à une des leçons précédentes. Le courant J1 induit dans le conducteur et le champ électrique E1 induit dans le conducteur seront normaux à ces plans. Donc, les lignes de courant et les lignes de champ à l'intérieur du conducteur sont des cercles concentriques. Nous en avons représenté un ici en pointillé. Les courants induits vont circuler de cette manière-là dans le conducteur, et le champ électrique, eh bien, il est directement collinéaire avec J, puisque J égale sigma E. Ceci étant dit, il nous reste maintenant à essayer de calculer justement ces courants et ces champs électriques. Pour ça, on va se servir, puisqu'il s'agit d'un phénomène d'induction, puisque le champ magnétique et sa variation dans le temps induit un courant dans le conducteur, nous allons utiliser la relation de Maxwell-Faraday. Et donc, je vais calculer la circulation du champ électrique le long d'un contour qui est fixé ici par un cercle de rayon ρ. La circulation du champ induit va être égale, relation de Maxwell-Faraday, à moins d sur dt,
le flux à travers la surface définie par ce cercle de rayon ρ de B0 de t ds. Le calcul est relativement simple à faire, puisque la circulation ici, ben, c'est tout simplement un cercle de rayon ρ, donc c'est E1 multiplié par 2πρ, et le flux du champ magnétique, eh ben, c'est moins dB0 sur dt, multiplié par la surface définie par ce cercle, c'est égal à πρ2. Donc, nous en déduisons l'expression du champ électrique est ici, moins ρ sur 2 dB0 sur dt, et bien entendu l'expression du courant qui lui est directement proportionnelle. Il suffit de multiplier par sigma et on obtient J1 égale moins sigma ρ sur 2 dB0 sur dt. En fait, on a un petit problème ici, parce que qu'est-ce qu'on vient de faire? Le champ B0 a induit un champ électrique dans le conducteur et un courant dans le conducteur. Donc je devrais maintenant me poser la question suivante. Est-ce que le courant induit dans le conducteur n'induit pas à son tour un autre champ B1 qui tend à s'opposer à B0? La réponse est oui. Hein, c'est la loi de Lenz. Donc normalement, on devrait reprendre le calcul ayant calculé J1 et B1, calculer le champ qui s'oppose à B0, et lequel champ à son tour induira autre chose, etc., etc. D'accord? Dit autrement, en fait, nous devrions résoudre les équations couplées suivantes entre les distributions de champs et les distributions de courant qui sont ici. D'accord? Bon, nous allons en rester au résultat que nous avons obtenu au premier ordre, c'est-à-dire partant d'un certain B0 de t, qu'on va maintenant supposer égal à B0 cosinus oméga t, donc qui varie à la pulsation oméga. Nous allons chercher à établir un bilan un petit peu énergétique de tout ça. Donc, compte tenu des relations précédentes, nous sommes capables de calculer le courant J1 qui va être induit par le champ B0. Je vous renvoie aux expressions suivantes. J'obtiens que J1 égale sigma ρ fois oméga sur 2 B0 sinus oméga t. Et puis, connaissant le courant J1 dans le conducteur, je peux calculer la puissance dissipée. Cette puissance dissipée, hein, il y a un courant, donc en fait c'est des pertes par effet Joule. Cette puissance dissipée, dP sur dV, elle est égale tout simplement à J1 carré sur sigma. Donc je vous laisse faire le calcul qui consiste à, compte tenu de la dépendance de J1 en fonction de ρ, à intégrer sur tout le volume du conducteur, et on obtient pour la puissance dissipée par unité de volume, P sur V, l'expression suivante. 1 huitième, 2, etc. Ce qui est important, c'est ici deux choses. C'est que cette puissance est proportionnelle à oméga 2. Donc elle va augmenter avec la pulsation, avec la fréquence. Et deuxièmement, elle est proportionnelle ici au rayon du conducteur petit a. Donc, plus le conducteur a un rayon important, plus la puissance dissipée va être importante. Ça, c'est la puissance instantanée en fonction du temps. Si je calcule la puissance moyenne, hein, la puissance moyenne dissipée, ben c'est tout simplement 1/16e de sigma oméga 2 B0 carré A2. Donc, cette relation nous apprend deux choses. C'est que la puissance dissipée par les courants de Foucault pour un conducteur dans un champ électromagnétique est d'autant plus importante que la pulsation oméga est importante, donc elle va augmenter avec la fréquence, et elle est d'autant plus importante que le rayon du conducteur est important. Application de ça, le chauffage par induction électromagnétique. Et à ce moment-là, on va chercher effectivement à favoriser la puissance consommée, puisqu'on cherche à se servir de l'effet Joule. Ça, c'est une application utile. Par contre, autre conséquence, c'est que si vous voulez distribuer du courant avec des courants élevés, vous n'avez pas intérêt à avoir un rayon de votre conducteur qui doit supporter le courant d'un seul tenant. Sinon, la puissance dissipée par effet Joule due au courant de Foucault par le champ induit par le courant qui circule dans votre câble va être trop importante. Donc en fait, au lieu d'avoir un câble d'un seul tenant, on va multiplier, on fera un faisceau de câbles de rayons plus petits, de manière à diminuer
la puissance perdue par l'intermédiaire de courants de Foucault. Il y a aussi d'autres applications sur les courants de Foucault, par exemple les freins électromagnétiques. Nous aurions pu aussi nous intéresser à une autre conséquence un petit peu de la manière dont un champ électrique et magnétique pénètre dans un conducteur, c'est l'effet de Pau, qui montre que le champ électrique et le champ magnétique ne pénètrent que sur une certaine distance, qui s'appelle l'effet de Pau. Cette distance est d'autant plus faible que la pulsation oméga est importante. Cette étude des courants de Foucault termine cette leçon. La leçon suivante, nous avons commencé d'ailleurs à mettre un petit peu un pied dans le concept d'énergie électromagnétique, de puissance dissipée, etc. Eh bien, la leçon suivante sera consacrée à l'étude de l'énergie électromagnétique et terminera ce cours de magnétostatique.